Docteur Sauveur Boukris, bonsoir. Vous êtes médecin, vous enseignez à l'université Paris Diderot et vous publiez « Libérez le médecin qui est en vous » au Cherche Midi. Alors c'est très curieux en lisant votre livre parce qu'en gros vous dites il faut écouter quand on est malade ou quand on se croit malade, il faut écouter un petit peu moins le médecin et puis il faut s'écouter un petit peu plus soi-même. Sauf que docteur, moi j'ai pas fait 10 ans de médecine donc je suis bien incapable de m'ausculter et de savoir ce qu'il me faut comme ordonnance. Ouais. Oui, vous avez raison. Il ne s'agit pas de se substituer au médecin, mais il s'agit de décrire un petit peu au médecin ses symptômes, son ressenti. Et je dis toujours que le meilleur des cardiologues ne pourra jamais ressentir la douleur d'un patient atteint d'un infarctus du myocarde. C'est-à-dire que le médecin, il a des compétences, il a un savoir-faire, mais le ressenti, c'est le malade. Et donc, ce livre, ça permet un petit peu au malade de libérer sa parole, d'exprimer ses émotions, et de façon à ce qu'il soit, je dirais, à armes égales avec son médecin. Ouais. Ouais. Moi, il y a quand même eu un mur qui s'est effondré, une certitude qui s'est effondrée. Vous dites, alors page 195 à la fin du livre, la science médicale est pleine d'incertitudes. Vous avez l'air de dire, et le diagnostic et l'ordonnance, il faut quand même questionner tout ça parce qu'il peut y avoir des erreurs dans le diagnostic, dans l'ordonnance. Je pense que, franchement, un bon médecin, c'est quelqu'un de humble et de modeste parce que même si on arrive, il y a un consensus pour faire des diagnostics. En matière de thérapeutique, on n'a pas tous les mêmes méthodes, les mêmes armes, et surtout en matière de pronostic. On se trompe bien souvent sur les conséquences d'une maladie. Et on a des exemples tous, des médecins, où on a un patient qu'on croyait condamné et il vit 6 mois, 2 ans de plus, et celui qu'on croyait très rassurant, et on rassure les familles, et qui décède dans les 48 heures. Donc le pronostic, c'est quelque chose c'est un peu comme la météo, c'est un peu comme le tiercé. On fait beaucoup d'erreurs, donc il faut rester modeste. Autre surprise en lisant votre livre, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a un symptôme, qu'on croit qu'on a quelque chose, le premier réflexe, c'est qu'on va sur Internet, on décrit son symptôme, et les médecins, on sait, ça les agace. Ils ont horreur de ça. Bah, pas vous. Vous dites, c'est très bien, bah oui, regardez sur Internet, faites-vous votre propre idée. Eh ben, je vous assure que les médecins ont tort. Ceux qui pensent que l'Internet, c'est mauvais pour eux, c'est qu'ils n'ont pas compris que le pouvoir médical aujourd'hui, il a changé, la relation médecin-malade a changé, et que le pouvoir médical doit être partagé. C'est-à-dire que le malade, avant de consulter, eh bien, il va voir des sites, il va essayer un petit peu de décortiquer un peu ce qu'il a, et il va aller ensuite voir le médecin pour se rassurer, pour poser des questions. Et je crois que cette relation, elle est très utile. Alors que des médecins s'en offusquent et disent « nous, on sait », eh ben, je pense que c'est une évolution qu'il faut qu'ils apprennent et qu'ils comprennent que le pouvoir, il est partagé, qu'on participe davantage aux prises de décision, qu'on est dans un système de pensée où la médecine, elle est collaborative, elle est participative. Et je dis aux patients, eh ben, n'ayez pas peur. Exprimez-vous. Le médecin, c'est quelqu'un qui a des connaissances, mais c'est pas un Dieu tout-puissant. Voilà, vous dénoncez le médecin sachant et vous parlez de la tyrannie de certains médecins. Oui, il y a des médecins, évidemment une minorité, qui agissent... Qui martyrisent qui sont un peu comme des dictateurs, qui imposent des ordonnances, qui disent bah, écoutez, si vous n'arrêtez pas de fumer, je vous soignerai plus. C'est pas acceptable. Voilà. Il faut qu'il y ait toujours un compromis. D'ailleurs, la relation médecin-malade, elle a été même approuvée par la loi Kouchner de mars 2002, qui dit que le malade, il a le droit à l'information et le médecin a le devoir d'informer et il faut qu'il obtienne du malade un consentement éclairé. Alors, vous, dans l'idée qu'il faut s'écouter soi-même et un peu moins écouter le médecin, vous dites qu'il faut s'auto-diagnostiquer. Encore faut-il en être capable. Ce qui est très bien dans votre livre, c'est que vous donnez des tas d'exemples. Par exemple, il m'arrive quelque chose au cœur, j'ai peur d'avoir une crise cardiaque. Alors, vous dites à partir de quand faut-il s'inquiéter? À partir de quand faut-il aller aux urgences? Voilà. Dans ce livre, j'ai mis beaucoup d'exemples pratiques de façon à ce que justement... Il y a plusieurs maladies listées comme ça. Voilà. Avec des tests, avec des autodiagnostics. Eh bien, par exemple... La crise cardiaque. La crise cardiaque. Si vous avez une douleur à la poitrine qui s'indique avec un seul doigt, par exemple, vous pointez un doigt, c'est sûrement pas cardiaque. Ça peut être neurologique, ça peut être des rhumatismes. La douleur d'angine de poitrine, c'est une douleur qui vous prend comme ça, qui prend toute la main, qui vous serre en étau, comme si un train vous écrasait. La douleur, elle irradie dans les mâchoires, dans les épaules, et on a l'impression qu'on va mourir. Enfin, les malades disent, on a l'impression que c'est une mort imminente. Voilà.
et on sent que c'est pas du tout la douleur de l'arthrose où on a un point douloureux. Donc voilà, ça, quand on a ce type de douleur très localisée, la taille d'un point, c'est pas grave, mais si ça vous irradie et que c'est la taille de la main entière, là, il faut aller aux urgences. Absolument. Alors, autre exemple, Alzheimer. Alors moi, ça m'a rassuré, je me suis dit que j'avais pas Alzheimer, parce que vu les questions que vous posez, petit test que tout le monde peut faire. En quelle année sommes-nous? Quel mois? Quel est le nom du président de la République? Alors pour ceux qui ne sauraient pas que c'est Emmanuel Macron, on l'a fait. C'est vrai qu'il faut s'inquiéter. Oui, mais justement, vous avez des personnes qui sont au-delà de 65, 70 ans, qui peuvent dire c'est Giscard d'Estaing, c'est François Mitterrand, ou qui vous disent moi la politique ça m'intéresse pas. Bon, eh bien, ce sont des signes avant-coureurs d'une démence sénile, où ils vous disent on est en 1982, voilà. Il y a aussi dans le livre les tests, un test qui s'appelle le test des 5 mots. On dit 5 mots à un patient. Oui, mouche, je ne sais plus quoi, voilà, je faisais là. Et on demande 5 minutes plus tard de répéter les 5 mots. Eh bien, on s'aperçoit que lorsque... École, lait, mouche, casserole, voiture. C'est pour montrer que je l'ai bien lu, votre livre. Voilà les 5 mots. Et du coup, si vous êtes capable de répéter les 5 mots, au bout de 5 minutes, eh bien, vous n'avez pas de troubles de la mémoire, vous n'avez pas de troubles de concentration, et donc vous n'êtes pas atteint de maladie d'Alzheimer. Alors, il y a une autre partie très intéressante dans ce livre, c'est l'annonce. Quand il faut annoncer la mauvaise nouvelle au patient qu'il a quelque chose. Et là, vous faites votre mea culpa, vous racontez l'expérience qui vous a un peu traumatisé. C'est quand vous avez de ce chauffeur de taxi de 65 ans, que lui aviez-vous annoncé de façon visiblement trop brutale? Oui, alors ça, c'est vrai que j'étais jeune médecin et j'avais un patient, 65 ans, qui venait de prendre sa retraite, chauffeur de taxi, bon vivant, rigolo, un peu bedonnant, etc. Et qui me dit, docteur, maintenant je vais m'occuper de moi, il faut me faire un bilan. Donc je lui fronce attention, je lui prescris des examens. Il revient quelques semaines plus tard avec son bilan. Et en voyant les résultats, il avait un peu de cholestérol, un peu de diabète, il avait un peu de tension, enfin, il avait tout un petit peu en excès. Et je lui dis, maintenant, il faut réduire un peu les sucres, réduire les graisses, etc. Et à force de lui dire un peu les règles diététiques qu'il fallait faire, je voyais que son visage se décomposait et je voyais bien que j'en faisais un peu trop. Et puis, je le raccompagne à la porte. Et puis j'ai bien vu qu'il était vraiment traumatisé. Il ne s'attendait pas à ce que je lui dise qu'à partir de maintenant, sa vie va changer et va être basée sur des restrictions, quoi. Eh bien, 8 jours après, sa femme m'appelle en toute urgence en me disant « Docteur, venez vite, je crois que mon mari il est mort ». Et j'arrive et je vois ce jeune chauffeur de taxi, très sympathique, en pyjama bleu, la tête dans son bol de café au lait. Et en effet, il était mort. Et j'imagine très bien que sa femme a dû lui dire « Mais attention, le docteur t'a dit de ne pas trop prendre ». Et j'avoue humblement que j'ai une part peut-être de responsabilité. J'ai annoncé les choses de façon peut-être un peu trop excessive, un peu trop brutale. En même temps, docteur, comment ne pas être traumatisé, même si on vous l'annonce avec le plus de mots sympathiques du monde, quand on vous annonce que vous avez un cancer? Oui, alors vous vous effondrez forcément. Oui, alors ça, c'est un peu différent. Là, vous avez dans le premier cas du chauffeur de taxi des régimes, des conseils à faire. Bon, ça, il faut le faire avec tact. Le cancer, ça demande un peu plus de temps. Il faut être, je pense, très disponible. Il faut voir probablement la personne, voir sa famille et faire un grand œuvre de pédagogie. Et surtout savoir rebondir, c'est ce que vous dites. Voilà. Et ça, je crois que c'est très important. Et je dis dans mon livre qu'il est... Le sentiment de fragilité ou de vulnérabilité ne doit pas vous faire baisser les bras. Ce sont des moments éphémères. Oui, absolument. Et je pense qu'il ne faut pas s'étiqueter cancéreux, si je peux dire. Il ne faut pas traiter une maladie, il faut s'occuper d'un patient. Et je dis aux patients, vous avez une maladie sérieuse, on va s'en occuper, nous, médecins, mais vous, au-delà de la maladie, il y a votre vie. Vous pouvez avoir une vie sociale, etc. Et vous terminez votre livre par « Enfin, surtout, n'oubliez pas d'être heureux ». Et vous citez Voltaire, « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon ». Pour la santé. Voilà, docteur Boukrist, libérez le médecin qui est en vous. C'est au Cherche Midi. Merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. J-2 avant les législatives. Dimanche, on annonce un raz-de-marée en marche. C'est tout de suite. C'est dans l'air. Bruce Toussaint.